Bonjour. Aujourd'hui, notre causerie va porter sur le report de l'élection présidentielle au Sénégal. Ce qu'il convient d'appeler tout bonnement le coup d'État institutionnel orchestré par le président Macky Sall contre les institutions et la législation fondamentale de son pays, à savoir la Constitution. Samedi, à la surprise générale, donc à la veille du début de la campagne électorale, prévue le 25 février 2024, Macky Sall a décidé tout bonnement de reporter ces élections à une date ultérieure. Les arguments avancés par le président sont de deux ordres. Le premier argument consiste à dire qu'il y a un conflit institutionnel, puisque Karim Wade et ses partisans ont introduit une demande accusant la Cour constitutionnelle, du moins demande la Cour constitutionnelle de partialité, de corruption. Ils ont été rejoints par des membres du parti au pouvoir, ce qui n'est possible que s'ils sont en complicité avec le régime en place. Donc on peut dire tout simplement que ce premier argumentaire repose tout simplement sur du machiavélisme politique. C'est un coup orchestré d'avance. Et le second argument du président Macky Sall est de dire tout simplement qu'une candidate qui aurait été validée alors qu'elle a la double nationalité et que sa double nationalité a été découverte après la décision du Conseil constitutionnel validant une liste de 20 candidats. Ces deux arguments, tout simplement, sont fallacieux et portent une atteinte grave à l'ordre constitutionnel, à l'ordre démocratique au Sénégal. Et c'est un fait quasiment inédit dans ce pays qui était considéré comme un modèle démocratique. Et cette décision est sans précédent. Ce que nous disons à propos, c'est que Macky Sall a tout simplement décidé de faire son coup d'État institutionnel en se maintenant au pouvoir. Tout le monde a vu, le lendemain, les députés à l'Assemblée nationale qui ont été évacués manu militari par la gendarmerie. Cette institution également s'est totalement décrédibilisée. Et d'ailleurs, l'une de mes plus grandes craintes, c'est que l'image de la gendarmerie va être entachée pendant des décennies après Macky Sall. Et le nouveau président qui viendra après Macky Sall n'aura d'autre choix que de réformer cette institution. Et sans doute en mettant à la retraite un certain nombre d'officiers veuves. Pour ce qui concerne le report de l'élection, tout le monde savait que le président Macky Sall a renoncé à son troisième mandat à contre-cœur. Et qu'il a choisi Amadouba par défaut. Et comme il a arrêté Ousmane Sonko, la réaction populaire n'a pas été vive. Et donc il se dit, pourquoi j'ai renoncé à mon troisième mandat? Et donc, d'où le plan B, ou du moins le plan de rattrapage. Comme il ne pouvait plus revenir sur sa décision comme ça, la date de l'élection fixée, le dauphin choisi, et donc il a décidé d'opérer un coup de force. Alors, c'est une manière de désavouer son Premier ministre. Il y a plusieurs hypothèses qui circulent. Une première hypothèse qui dit tout simplement que Macky Sall
ne s'entend pas avec son Premier ministre, Amadou Ba, qui n'aurait pas les faveurs de l'entourage proche du président de la République, notamment la Première Dame. Et donc, Macky Sall n'aurait pas suffisamment confiance en cet homme qu'il a lui-même désigné. Et donc, il faut le mettre hors du jeu. Et c'est ce qui va probablement se passer dans les prochains jours. Soit il sera démis de ses fonctions au nom d'un gouvernement d'union nationale ou enfin un gouvernement reconstitué ou resserré. Et Macky Sall désignera un autre candidat qui pourrait être Abdoulaye Daouda Diallo, sûrement, il fait partie, le président du CESE, qui fait partie des favoris, ou tout simplement, il va forcer son troisième mandat. Il va aller jusqu'au bout de sa démarche. Et l'autre hypothèse consiste tout simplement à dire que Macky Sall, sachant que la population est restée, on va dire, amorphe face à l'élimination de Sonko, lui-même, il décide tout bonnement de se présenter. Et pour ce faire, il va utiliser beaucoup la justice, comme il l'a fait pour éliminer Sonko, pour éliminer un certain nombre d'opposants nuisibles, ou du moins qui sont des entraves à sa démarche politique qui consiste à s'accrocher au pouvoir. Mais Macky Sall, en faisant ce coup d'État institutionnel, tout simplement, s'est décrédibilisé, tant bien à l'interne qu'à l'international. À l'interne, d'abord, Macky Sall, l'on se souvient de ses discours contre le président sortant d'alors, Abdoulaye Wade, en disant qu'une élection présidentielle ne saurait être repoussée. Et lui-même, le peuple sénégalais lui a fait confiance. Il vient tout simplement de trahir la parole donnée. Pour qui sait qu'en Afrique, la parole donnée est sacrée. Cette forfaiture, tout simplement, le discrédite aussi à l'international. D'abord au niveau sous-régional. L'on se souvient des condamnations de Macky Sall contre les régimes putschistes de la sous-région et de sa posture de fermeté face aux putschistes du Niger. Et à l'international, je veux dire sur le plan des instances internationales, Macky Sall, même s'il n'arrive plus, ou même s'il ne se présente pas pour un troisième mandat, il va être très difficile pour lui d'avoir un avenir dans les institutions internationales. Parce que même si son candidat venait à perdre les élections, il pouvait prétendre occuper, par exemple, le poste de président de la francophonie. Il pouvait occuper, par exemple, il pouvait être le patron de l'Union africaine. Il pouvait même prétendre être secrétaire général des Nations Unies. Mais, face à cette forfaiture, à cette violation flagrante de la Constitution et des règles démocratiques, pour Macky Sall, l'avenir international Macky Sall n'a plus d'avenir international. Pour ce qui concerne le Sénégal, je crois que son avenir s'assombrit également. Puisque d'un point de vue de la politique interne, il va être très, très difficile pour lui de se maintenir au pouvoir, même en organisant, on va dire, un autre putsch électoral, un hold-up électoral, à moins qu'il marche sur le cadavre de dizaines de jeunes Sénégalais. Et avec, on va dire, des lendemains très très incertains pour lui-même, pour ses proches, mais également pour le Sénégal. Et cette décision de Macky Sall aussi a des conséquences sur le plan régional, puisque
l'institution régionale, la CEDEAO, qui avait condamné les États de l'AES, se retrouve totalement affaibli et sans voix. Et de ce fait, de façon générale, on va dire que c'est la démocratie en Afrique de l'Ouest qui se trouve en tout cas dans une situation sans précédent depuis les années 90, puisque, comme nous l'avions dit dans une vidéo précédente, il n'y a pas aujourd'hui un État en Afrique de l'Ouest qui soit authentiquement, véritablement démocratique. Puisque les présidents qui ont une certaine carapace démocratique, qui sont venus au pouvoir, on va dire, par les urnes, même si on sait qu'il y a eu des tripatouages, ont à leur compteur beaucoup plus de violations des règles fondamentales de droits humains, et ils ont beaucoup plus de morts à leur compteur que des présidents comme le général Tchani du Niger, que le colonel Assimi Goïta du Mali, que le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Donc ces présidents démocratiquement élus de la sous-région, finalement, sont dans une posture beaucoup plus, on va dire, sombre, on va même dire, ou beaucoup moins enviable que les présidents, on va dire, de ce qu'ils appellent, entre guillemets, les juntes, puisque ces juntes sont largement soutenues par leur opinion nationale. Ils ont l'onction populaire. Puisque dans les pays aujourd'hui de la sous-région, en dehors des 3 pays de l'AES, on a des chefs d'État qui en réalité ne respectent pas non seulement la liberté d'expression, mais ils bafouillent les règles élémentaires de la démocratie. Et donc, ce que nous disons tout simplement, c'est que la région ouest africaine, en tout cas depuis 2020, et en ce qui concerne la démocratie, on est rentré dans une nouvelle ère. Peut-être on va parler tout simplement d'une crise de démocratie dans toute l'Afrique de l'Ouest, mais je dirais en Afrique de façon globale. Même si ailleurs, dans d'autres continents, il y a ce problème, il y a cette crise démocratique, puisqu'il faut le dire, la démocratie, c'est un système politique très exigeant. C'est un idéal et aucun pays ne saurait l'atteindre réellement. La démocratie reste un idéal. C'est un régime, c'est l'un des régimes politiques les plus exigeants qui existent. Et de ce fait, même dans des pays comme la France, les États-Unis ou ailleurs, on voit comment ces pays-là traversent aussi des crises démocratiques, puisque c'est un régime qui reste, pour moi, qui reste un idéal en fait. Et c'est un plébiscite de tous les jours. Et on se pose même la question, est-ce qu'un pays peut rester démocratique ou peut être réellement un pays démocratique? Enfin, quels sont les critères pour dire qu'un pays est réellement ou est véritablement démocratique? C'est l'une des questions que historiens, politologues, sociologues peuvent se poser. En tout cas, la démocratie est un régime fragile. Là. Et donc, pour qu'elle, on va dire, elle demeure, on va dire, il y a des principes fondamentaux à respecter. Il y a aussi on va dire, certaines conjonctures qui déterminent aussi, on va dire, la vitalité démocratique d'un pays. Il y a l'économie, il y a la justice, en fait. Donc, qui sont des piliers, une bonne économie et une justice qui marche, en tout cas, sont des 2 éléments qui concourent à la bonne santé démocratique d'un pays. Je vous remercie.